Don Quichotte, chapitre 48, où le chanoine continue à discourir sur les livres de chevalerie avec d'autres choses dignes de son esprit. Votre grâce, seigneur chanoine, reprit le curé, a parfaitement raison, et c'est là ce qui rend plus digne de blâme ceux qui ont jusqu'à présent composé de semblables livres, sans réflexion, sans jugement, sans s'attacher à l'art et aux règles qui auraient pu, en les guidant, les rendre aussi fameux en prose que l'ont été en vers les deux princes de la poésie grecque et latine. Moi, du moins, répliqua le chanoine, j'ai eu certaines tentations d'écrire un livre de chevalerie, en y gardant toutes les conditions dont je viens de faire l'analyse. S'il faut même confesser la vérité, je dois dire qu'il y en a bien 100 feuilles décrites, et pour m'assurer par expérience si elles méritaient la bonne opinion que j'en ai, je les ai communiquées à des hommes passionnés pour cette lecture, mais doctes et spirituels, et à d'autres, ignorants, qui ne cherchent que le plaisir d'entendre conter des extravagances. Chez les uns comme chez les autres, j'ai trouvé une agréable approbation. Néanmoins, je n'ai pas poussé plus loin ce travail, d'abord parce qu'il m'a paru que je faisais une chose étrangère à ma profession, ensuite parce que le nombre des gens simples est plus grand que celui des gens éclairés, et que bien qu'il vaille mieux être loué du petit nombre des sages que moqué du grand nombre des sots, je ne veux pas me soumettre au jugement capricieux de l'impertinent vulgaire, auquel appartient principalement la lecture de semblables livres. Mais ce qui me l'ôta surtout des mains et m'en leva jusqu'à la pensée de le terminer, ce fut un raisonnement que je fis en moi-même à propos des comédies qu'on représente aujourd'hui. Si ces comédies à la mode, me dis-je, aussi bien celles d'invention que celles tirées de l'histoire ne sont pour la plupart que d'évidentes extravagances, qui n'ont réellement ni pied ni tête, si pourtant le vulgaire les écoute avec plaisir, les approuve et les tient pour bonnes, quand elles sont si loin de l'être, si les auteurs qui les composent et les acteurs qui les jouent disent qu'elles doivent être ainsi parce qu'ainsi le veut le public, que celles qui respectent et suivent les règles de l'art ne sont bonnes que pour 4 hommes d'esprit qui les entendent, quand tous les autres ne comprennent rien à leur mérite, et qu'il leur convient mieux de gagner de quoi vivre avec la multitude que de la réputation avec le petit nombre, la même chose arrivera à mon livre, quand je me serai brûlé les sourcils pour garder les préceptes, et je deviendrai, comme on dit, le tailleur de Campillo, qui fournissait le fil et la façon. J'ai tâché quelquefois de persuader aux auteurs qu'ils se trompent dans leur opinion, qu'ils attireraient plus de monde et gagneraient plus de renommée en représentant des comédies régulières que des pièces extravagantes, mais ils se sont obstinés, si profondément ancrés dans leur avis, qu'il n'y a plus ni raisonnement ni évidence qui puisse les en faire revenir. Je me rappelle qu'un jour je dis à l'un de ces entêtés, ne vous souvient-il pas qu'il y a peu d'années l'on représenta en Espagne 3 tragédies composées par un célèbre poète de ces royaumes, telles toutes les 3 qu'elles étonnèrent et ravirent tous ceux qui les virent jouer, les simples comme les sages, et qu'elles rapportèrent à elles seules plus d'argent aux comédiens que 30 des meilleures qu'on ait faites depuis. Sans doute, répondit l'auteur dont je parle, que votre grâce veut faire allusion à l'Isabelle, à la Phyllis et à l'Alexandra. Justement, répliquai-je, c'est d'elle qu'il s'agit. Elle suivait assurément les préceptes de l'art. Eh bien, voyez, pour les avoir suivies, ont-elles manqué de paraître ce qu'elles étaient et de plaire à tout le monde? La faute n'est donc pas au public qui demande des sottises, mais à ceux qui ne savent pas lui servir autre chose. On ne trouve pas plus d'extravagance dans l'ingratitude vengée, dans la numancia, dans le marchand amoureux, moins encore dans l'ennemi favorable, ni qu'en quelque autre que composèrent des poètes habiles au profit de leur renommée et de la bourse des acteurs qui les jouèrent. J'ajoutai encore d'autres choses qui le laissèrent un peu confus, un peu ébranlé, mais non pas assez convaincu pour le tirer de son erreur. Votre grâce, seigneur chanoine, reprit alors le curé, vient de toucher un sujet qui a réveillé chez moi l'ancienne rancune que je porte aux comédies à la mode d'aujourd'hui, et non moins forte que celle qui m'anime contre les livres de chevalerie. Lorsque la comédie, au dire de Cicéron, doit être le miroir de la vie humaine, l'exemple des mœurs et l'image de la vérité, celles qu'on joue à présent ne sont que des miroirs d'extravagance, des exemples de sottise et des images d'impudicité. En effet, quelle plus grande extravagance peut-il y avoir dans la manière qui nous occupe que de faire paraître un enfant au maillot à la première scène du premier acte, et de le ramener à la seconde homme fait avec de la barbe au menton?
Quelle plus grande sottise que de nous peindre un vieillard bravache, un jeune homme poltron, un laquais rhétoricien, un page conseiller, un roi crocheteur et une princesse laveuse de vaisselle. Que dirais-je ensuite de l'observation du temps pendant lequel pouvaient arriver les événements que l'on représente? N'ai-je pas vu telle comédie dont le premier acte commence en Europe, le second se continue en Asie et le troisième finit en Afrique? Et s'il y avait 4 actes, le quatrième se terminerait en Amérique, de façon que la pièce se serait passée dans les 4 parties du monde. Si l'imitation historique est la principale qualité de la comédie, comment la plus médiocre intelligence pourrait-elle être satisfaite lorsque, dans une action qui arrive au temps de Pépin ou de Charlemagne, on attribue au personnage principal d'avoir porté, comme l'empereur Héraclius, la croix à Jérusalem et d'avoir conquis le Saint-Sépulcre sur les Sarrasins comme Godefroy de Bouillon, tandis qu'un si grand nombre d'années séparent ces personnages? Si au contraire la comédie est toute de fiction, comment lui prêter certaines vérités de l'histoire, comment y mêler des événements arrivés à différentes personnes et à différentes époques, et cela non point avec l'art d'un arrangement vraisemblable, mais avec des erreurs inexcusables de tout point. Ce qu'il y a de pire, c'est qu'il se trouve des ignorants qui prétendent que cela seul est parfait, et que vouloir toute autre chose, c'est avoir des envies de femmes grosses. Que sera-ce, bon Dieu, si nous arrivions aux comédies divines? Que de faux miracles, que de faits apocryphes, que d'actions d'un saint attribuées à un autre. Même dans les comédies humaines, on ose faire des miracles sans autre excuse, sans autre motif que de dire « en cet endroit viendrait bien un miracle » ou un coup de théâtre, comme ils disent, pour que les imbéciles s'étonnent et accourent voir la comédie. Tout cela certes est au préjudice de la vérité, au détriment de l'histoire et même à la honte des écrivains espagnols, car les étrangers, qui gardent ponctuellement les lois de la comédie, nous appellent des barbares et des ignorants en voyant les absurdités de celles que nous écrivons. Ce ne serait pas une suffisante excuse de dire que le principal objet qu'ont les gouvernements bien organisés en permettant la représentation des comédies, c'est de divertir le public par quelque honnête récréation et de le préserver des mauvaises humeurs qu'engendre habituellement l'oisiveté, qu'ainsi cet objet étant rempli par la première comédie venue, bonne ou mauvaise, il n'y a point de raison pour établir des lois, pour contraindre ceux qui les composent et les jouent à les faire comme elles devraient être faites, puisque toute comédie accomplit ce qu'on attend d'elle. À cela, je répondrai que ce but serait sans comparaison bien mieux atteint par les bonnes comédies que par celles qui ne le sont pas, car après avoir assisté à une comédie régulière et ingénieuse, le spectateur sortirait amusé par les choses plaisantes, instruit par les choses sérieuses, étonné par les événements, réformé par le bon langage, mieux avisé par les fourberies, plus intelligent par les exemples, courroucé contre le vice et passionné pour la vertu. Tous ces sentiments, la bonne comédie doit les éveiller dans l'âme de l'auditeur, si rustique et si lourdeau qu'il soit. De même, il est impossible qu'une comédie, réunissant toutes ces qualités, ne plaise, ne réjouisse et ne satisfasse bien plus que celle qui en sera dépourvue, comme le sont la plupart des pièces qu'on représente aujourd'hui. La faute n'en est pas aux poètes qui les composent, car plusieurs d'entre eux connaissent fort bien en quoi ils pêchent et ne savent pas moins ce qu'ils devraient faire. Mais comme les comédies sont devenues une marchandise à vendre, ils disent, et avec raison, que les acteurs ne les achèteraient pas si elles n'étaient pas taillées à la mode. Ainsi, le poète est contraint de se plier à ce qu'exige le comédien, qui doit lui payer son ouvrage. Veut-on une preuve de cette vérité? Qu'on voit les comédies en nombre infini qu'a composé un heureux génie de ces royaumes avec tant de fécondité, tant d'esprit et de grâce, un vers si élégant, un dialogue si bien assaisonné, de saillies plaisantes et de graves maximes qu'il remplit le monde de sa renommée. Eh bien, parce qu'il cède aux exigences des comédiens, elles ne sont pas arrivées toutes, comme quelques-unes d'entre elles, au degré de perfection qu'elles devaient atteindre. D'autres auteurs écrivent leurs pièces tellement à l'étourdi qu'après les avoir jouées, les comédiens sont obligés de fuir et de s'expatrier dans la crainte d'être punis, comme cela est arrivé maintes et maintes fois pour avoir représenté des choses irrévérencieuses pour quelque souverain ou déshonorantes pour quelque noble lignage. Tous ces inconvénients cesseraient, et bien d'autres encore que je passe sous silence, s'il y avait à la cour une personne éclairée, habile et discrète, chargée d'examiner toutes les comédies avant leur représentation, non seulement celles qu'on jouerait dans la capitale, mais toutes celles qu'on aurait envie de jouer dans le reste de l'Espagne. Il faudrait que sans l'approbation
la signature et le sceau de cet examinateur, aucune autorité locale ne laissa représenter aucune comédie dans son pays. De cette manière, les comédiens auraient soin d'envoyer leurs pièces à la cour et pourraient ensuite les représenter en toute sûreté. Ceux qui les composent y mettraient aussi plus de soin de travail et d'études, dans la crainte de l'examen rigoureux et éclairé que devraient subir leurs ouvrages. Enfin, l'on ferait de bonnes comédies et l'on atteindrait heureusement le but qu'on se propose, aussi bien le divertissement du public que la gloire des écrivains de l'Espagne et l'intérêt bien entendu des comédiens qu'on serait dispensé de surveiller et de punir. Si de plus on chargeait une autre personne ou la même d'examiner les livres de chevalerie qui seraient composés désormais, sans doute il en paraîtrait quelques-uns qui auraient toute la perfection dont parle votre grâce. Ils enrichiraient notre langue d'un agréable et précieux trésor d'éloquence. Ils permettraient enfin que les livres anciens s'obscurcissent à la lumière des livres nouveaux, qui se publieraient pour l'honnête passe-temps, non seulement des oisifs, mais encore des hommes les plus occupés, car il est impossible que l'arc soit toujours tendu, et l'humaine faiblesse a besoin de se retremper dans des récréations permises. Le chanoine et le curé en étaient là de leurs entretiens, quand le barbier, prenant les devants, s'approcha d'eux et dit au curé : « Voici, seigneur licencié, l'endroit où j'ai dit que nous serions bien pour faire la sieste, tandis que les bœufs trouveraient une fraîche et abondante pâture. » « C'est aussi ce qu'il me semble, répondit le curé, et dès qu'il lui fit part de son projet, au chanoine, celui-ci résolut de s'arrêter avec eux, convié par le charme d'un joli vallon qui s'offrait à leur vue, pour jouir de ce beau paysage, ainsi que de la conversation du curé qu'il commençait à prendre en affection, et pour savoir plus en détail les prouesses de Don Quichotte, il ordonna à quelques-uns de ses domestiques d'aller à l'hôtellerie, qui n'était pas fort éloigné, et d'en rapporter ce qu'ils y trouveraient pour le dîner de toute la compagnie, parce qu'ils se décidaient à passer la sieste en cet endroit. L'un des domestiques répondit que le mulet aux provisions, qui devait être déjà dans l'hôtellerie, était assez bien chargé pour qu'on n'eût rien à y prendre que l'orge. En tout cas, reprit le chanoine, conduisez-y toutes nos montures, et faites revenir le mulet. Pendant que cet ordre s'exécutait, Sancho, voyant qu'il pouvait enfin parler à son maître sans la continuelle surveillance du curé et du barbier, qu'il tenait pour suspect, s'approcha de la cage où gisait Don Quichotte et lui dit : « Seigneur, pour la décharge de ma conscience, je veux vous dire ce qui se passe au sujet de votre enchantement. D'abord, ces deux hommes qui vous accompagnent avec des masques sur la figure sont le curé et le barbier de notre village, et j'imagine qu'ils ont ourdi la trame de vous emmener de cette façon, par pure envie, et parce qu'ils sont jaloux de ce que vous les surpassez à faire de fameux exploits. Cette vérité une fois admise, il s'ensuit que vous n'êtes pas enchanté dans cette cage, mais mystifié comme un bonnet. En preuve de ce que je vous dis, je veux vous faire une question, et si vous me répondez, comme je crois que vous allez me répondre, vous toucherez du doigt cette fourberie, et vous reconnaîtrez que vous n'êtes pas enchanté, mais que vous avez l'esprit à l'envers. Voyons, répondit Don Quichotte, demande ce que tu voudras, mon fils Sancho, je suis prêt à te donner toute satisfaction. Quant à ce que tu dis, que ceux qui vont et viennent autour de nous sont le curé et le barbier, nos compatriotes et nos connaissances, il est bien possible qu'il te semble que ce soit eux-mêmes, mais que ce soit eux réellement, et en effet, ne t'avise de le croire en aucune façon. Ce que tu dois croire et comprendre, c'est que s'ils leur ressemblent, comme tu le dis, ceux qui m'ont enchanté auront pris cette forme et cette ressemblance. En effet, il est facile aux enchanteurs de prendre la figure qui leur convient. Ils auront revêtu celle de nos amis pour te donner occasion de penser ce que tu penses et pour te jeter dans un labyrinthe de doute et d'incertitude dont le fil de tes ais ne parviendrait pas à te faire sortir. Ils auront également pris cette apparence pour que j'hésite dans ma conviction et que je ne puisse deviner d'où vient ce grief. Car enfin, si d'une part on me dit que ceux qui nous accompagnent sont le barbier et le curé de notre pays, si d'une autre part je me vois encagé, sachant fort bien qu'aucune force humaine, à moins d'être surnaturelle, ne serait capable de me mettre en cage, que veux-tu que je dise ou que je pense, si ce n'est que la façon de mon enchantement surpasse toutes celles que j'ai lues dans toutes les histoires qui traitent des chevaliers errants qu'on a jusqu'à présent enchantés. Ainsi tu peux bien te calmer et te rendre le repos en ce qui est de croire que ces gens sont ce que tu dis, car ils ne le sont pas plus que je ne suis turc. Et quant à me demander quelque chose, parle, je te répondrai. Dusses-tu me faire des questions jusqu'à demain matin ? Par le nom de Notre-Dame, s'écria Sancho en jetant un grand cri, est-il possible que votre grâce soit assez dure de cervelle, assez dépourvue de moelle sous le crâne pour ne pas reconnaître
que ce que je dis est la vérité pure, et que, dans cet emprisonnement qu'on vous fait subir, il entre plus de malice que d'enchantement. Mais puisqu'il en est ainsi, je veux vous prouver avec la dernière évidence que vous n'êtes pas enchanté. Dites-moi voir un peu, puis-je vous tirer de ce tourment, et puissiez-vous tomber dans les bras de madame Dulcinée quand vous y penserez le moins. Achève tes exorcismes, s'écria Don Quichotte, et demande ce qui te fera plaisir. Je t'ai déjà dit que je suis prêt à répondre avec toute ponctualité. Voilà justement ce que je veux, répondit Sancho. Or, ce que je désire savoir, c'est que vous me disiez, sans mettre ni omettre la moindre chose, mais en toute vérité, comme on doit l'attendre de la bouche de tous ceux qui font comme votre grâce profession des armes sous le titre de chevalier errant. Je te répète, reprit Don Quichotte, que je ne mentirai en quoi que ce soit, mais voyons, parle, demande, car en vérité, Sancho, tu me fatigues avec tant de préambules, d'ambages et de circonlocutions. Je dis, répliqua Sancho, que je suis parfaitement sûr de la franchise et de la véracité de mon maître, et dès lors, comme cela vient fort à point pour notre histoire, j'oserais lui faire une question, parlant par respect. Depuis que votre grâce est encagée, ou plutôt enchantée dans cette cage, est-ce que par hasard il lui serait venu l'envie de faire comme on dit le petit ou le gros? Je n'entends rien, Sancho, répondit Don Quichotte à ces paroles de petit et de gros. Explique-toi plus clairement si tu veux que je réponde avec précision. Est-il possible, reprit Sancho, que votre grâce n'entende pas ce que c'est que le gros et le petit? Mais c'est bien avec cela qu'on sèvre les enfants à l'école. Eh bien, sachez donc que je veux dire, s'il vous est venu quelque envie de faire ce que personne ne peut faire à votre place. J'y suis, Sancho, s'écria Don Quichotte. Oh oui, bien des fois, et maintenant encore. Tire-moi de ce péril si tu ne veux que je me trouve dans de beaux draps.